Bonsoir à toutes et à tous et bonne rentrée à tout le monde et à tous les fidèles du cours de Georges. Et bien sûr, on change de sujet, Georges, parce que tu veux nous parler Oui, plus ni de la Tunisie ni du Maroc, mais tu veux nous parler des Juifs de Pologne et je te et de promets que je l'Estérahom parlerai à des Juifs de Brigitte. Tunisie aussi. Promis, promis. Et il faut qu'on change un petit peu d'air. Il fait trop chaud dans la région. On va là où il fait un peu plus froid. Dans tous les cas, je laisse Brigitte introduire ce cours qui est la présidente de Midreshet Yehuda Manitou. Avec plaisir, avec plaisir. Ça va aller? Bonsoir. Je suis pas du tout d'accord avec Johan. On change pas de sujet. On reste dans l'histoire du peuple juif euh, avec Georges et c'est passionnant. Et vraiment, on est très très heureux de pouvoir apprendre chaque chose, chaque fois des nouvelles choses. On reprend les cours. Donc les cours de Georges, on reprend tous nos cours. On arrive au mois de Elul. Et je voudrais dire ce que j'ai déjà dit par ailleurs, mais je le redis, c'est pas grave. Euh, Ce que nous faisons à la Midreshet Yehuda a une importance dans le combat qui est mené aujourd'hui, le combat du peuple juif pour sa survie, puisque tout ce que nous faisons a pour objet finalement de renforcer l'identité juive du peuple juif en général et du peuple juif revenu sur sa terre, comme disait Manitou en particulier. Aujourd'hui, je m'adresse à vous parce que la Midreshet Yehuda a besoin de vous, de votre contribution financière et nous allons faire une campagne le 15 et le 16 septembre. Nous ne l'avons pas fait l'année dernière, c'était la guerre, mais on est obligé, maintenant on n'a pas le choix. On compte sur vous, vraiment, ensemble, on va pouvoir continuer. Voilà. À toi, Georges. Merci Brigitte. Merci beaucoup. Et puis, il faut nous soutenir parce que voilà, c'est une campagne qui a lieu une seule fois par an, je le rappelle. Donc, on ne reviendra pas tous les 15 jours vous relancer. C'est une seule fois par an. Merci beaucoup Brigitte. Bonsoir à tout le monde. Je ne vous demande pas si vous avez passé de bonnes vacances, parce que la situation actuelle ne le permet pas vraiment et la tête n'y est pas, même si on a pu certains d'entre nous partir un petit peu, la tête n'y est pas vraiment et c'est comme ça. Et la situation n'est pas franchement très simple. Alors, avant de commencer le cours, eh ben, j'ai un carnet de famille sympathique et donc ça vaut le coup que je vous en fasse part. Il n'y a pas tellement de bonnes nouvelles, donc prenons quelques bonnes nouvelles. Et tout d'abord, on a les fiançailles d'une petite fille de Micheline Cohen, qui est une fidèle de nos cours, et donc Mazel Tov à Micheline, à son fils et à sa petite fille. Et puis on a aussi les fiançailles de la petite fille, d'une petite fille de Francis et Régine Marx, qui sont aussi des réguliers, et à eux aussi, grand Mazel Tov pour le mariage à venir bientôt. Et puis, on a la naissance d'un arrière-petit-fils chez Claude et Chantal Bloch, qui nous suivent aussi régulièrement, et à eux aussi, alors c'est un des nombreux arrière-petits-fils, je ne les compte plus, et donc un grand Mazel Tov. Et puis, pour terminer, il y a eu une dizaine de jours, le mariage d'une petite fille de Suzy et Siggy Anhart, nos amis qui, pour le moment, ils sont en Suisse, mais ils vont bientôt revenir. Donc, ils avaient le mariage d'une petite fille, Mazel Tov à eux également, et beaucoup de nachat pour le couple. Voilà. Alors, effectivement, pour la rentrée maintenant, on va changer de sujet parce que ça fait quand même, vous vous en rendez pas compte, mais ça fait presque 2 ans qu'on se balade dans le monde séfarade. On a appris beaucoup de choses ensemble et on a encore beaucoup de choses à apprendre. On est loin d'avoir terminé, mais il faut changer, comme j'ai dit à Yoel, il faut changer un petit peu d'air et se rafraîchir un petit peu. Donc, nous allons parler des Juifs de Pologne. Mais alors, les Juifs de Pologne, je vous en ai déjà parlé il y a 3 ans. Alors évidemment, les souvenirs sont peut-être un petit peu confus. Alors avant de progresser dans cette histoire, les 2 cours à venir seront consacrés à une révision de ce que nous avions déjà vu pour remettre un petit peu les idées en place et surtout parce que la suite de l'histoire est évidemment la conséquence de ce qui s'est passé précédemment. Donc je vais vous rappeler un petit peu tout ce que nous avions vu
Et c'est un survol, évidemment. C'est pas, on ne va pas rentrer dans tous les détails parce que ça a déjà été vu, mais on va survoler l'histoire des Juifs de Pologne jusqu'à et inclus l'affaire de Chmielnicki. Alors voilà, la Pologne, en 1939, c'est 3,5 millions de Juifs. Ça, tout le monde le sait, 3,3 millions. En 1945, il en reste 250 000. Tous les autres ont été massacrés. Ça, j'enfonce une porte ouverte, mais il faut quand même le rappeler. Et puis, après 1945, arrive le communisme en Pologne, et il y a un nouvel exil des Juifs de Pologne, notamment en 1968, et on a aujourd'hui en Pologne 25-30 000 Juifs, on ne sait pas exactement. Il y a aussi des Juifs qui sont revenus en Pologne dans les dernières années, parce que c'est une terre de souvenirs pour beaucoup, voilà. Et puis, il y a pas mal de non-juifs polonais qui se révèlent et qui se réveillent à leur judaïsme d'origine. Et il y a des histoires extrêmement émouvantes qui se passent aujourd'hui de juifs qui ont plongé après la guerre, pendant la guerre et après la guerre, qui ont plongé dans la clandestinité, ont totalement éradiqué, effacé leur mémoire et leur passé juif et refont surface aujourd'hui, 70 ans après. Voilà. Alors, les Juifs de Pologne, dans la représentation qu'on se fait en général, c'est le shtetl polonais, la bourgade polonaise, les rues boueuses, des petites maisons en bois, des Juifs pauvres, etc. Oui, mais c'est pas que ça, les Juifs de Pologne. C'est aussi des communautés dans de grandes villes et des grandes communautés qui accèdent un petit peu à toutes les formes d'enseignement, d'apprentissage. Oui, mais ce n'est pas que ces Juifs des grandes villes. Et j'ai trouvé une définition de l'historien Simon Dubnow. Dubnow est né en Biélorussie et il a été déporté et mort à Auschwitz en 1941. Très grand historien de la trempe de Gretz, c'est un des très grands historiens. Dubnow a écrit une histoire des Juifs en 12 volumes, des gros volumes. Et c'est quelque chose d'extrêmement riche. Et voilà la définition qu'il donne de la judéité polonaise, du judaïsme polonais. Les combats sans nombre du peuple juif sur les champs de bataille de l'esprit. Je répète, les combats sans nombre du peuple juif sur les champs de bataille de l'esprit. En réalité, les Juifs de Pologne, c'est une communauté plurielle, pluraliste, sur tous les plans, religieux, économique, politique, intellectuel, de formation et d'avenir. Donc, c'est un monde extrêmement complet, complexe et diversifié. L'image d'Épinal du shtetl, elle n'est pas fausse, bien sûr. Il y avait beaucoup de shtetl, de petites bourgades, de petits villages, où souvent les Juifs étaient largement majoritaires, très pauvres. Il y a eu des Juifs dans les grandes villes, il y a eu de tout, de tout. C'est une communauté, c'est une société complète et complexe. Voilà. Alors, ces Juifs ont un dénominateur commun, quelle que soit leur origine sociale, riche, pauvre, religieux, pas religieux, dans les shtetl, dans les villes, le dénominateur commun, c'est la langue, le yiddish. Le yiddish sous-tend toute la culture juive des Juifs de Pologne, et tout en restant juifs, bien entendu, notamment par le truchement de la langue, ces Juifs sont très souvent européens, universalistes, et bien pire encore, internationalistes. Là, on touche déjà à la politique et à toutes sortes de mouvements qui vivront en Pologne, depuis la gauche très très dure jusqu'à la droite très très dure également, donc depuis le communisme jusqu'au nationalisme. Alors, je vous ai dit combien de Juifs ont été massacrés. Il est impossible d'évaluer la perte que représente pour notre peuple aujourd'hui le massacre de toute cette communauté. Quand même donner 2 chiffres. 5 millions de Polonais ont été assassinés, soit 2 millions de chrétiens, parce que les Polonais ont énormément souffert aussi des Allemands, il faut pas les négliger, c'est vrai,
même si c'est pas, franchement, ils n'étaient pas très sympathiques avec nous, ils ont quand même énormément souffert de la présence allemande. Donc 2 millions de non-juifs assassinés par les Allemands, soit 10% de la population polonaise. Quant aux juifs, 3 millions ont été assassinés sur 3 300 000, soit 92% de la communauté. C'est absolument gigantesque. Une communauté déracinée, détruite. Mais voilà, tout au long de leur histoire, les Juifs polonais ont toujours revendiqué leur spécificité au sein d'une communauté nationale majoritaire, d'un milieu majoritaire. Et ils ont vécu très longtemps, et ça souvent on l'oublie, mais on va le rappeler tout à l'heure, ils ont vécu ensemble avec les Polonais, mais séparément. C'est-à-dire, c'est pas l'assimilation, l'intégration, non. Il y a les Polonais, les chrétiens, et il y a les Juifs. On vit ensemble, on travaille ensemble, on fait du commerce ensemble, on apprend même ensemble, mais séparément. Des communautés totalement distinctes l'une de l'autre. Voilà. Et puis, on a longtemps vécu ensemble sur une même terre. Ah ouais, même terre qui a une histoire extrêmement compliquée. L'histoire de la communauté juive a évidemment des particularités qui sont inhérentes au judaïsme, à la religion, mais aussi au statut juridique des Juifs et à leur statut politique. La communauté a un système de pensée tout à fait autonome et une histoire, l'histoire du pays, qui va influer l'histoire de la communauté, évidemment, avec des périodes de grandeur et des périodes de décadence. Après une date qu'on précisera tout à l'heure, mais grosso modo au début du XVIIe siècle, ce qui ne veut pas dire, par exemple, le premier pogrom en Pologne, c'est une mention en passant, date de 1388, c'est très tôt dans l'histoire, donc fin du XIVe. Mais c'était vraiment un accident de parcours, on va dire. Le vrai changement, c'est la guerre de 30 ans entre 1618 et 1648. Je vous dirai tout à l'heure ce que c'est. Là, il y a un changement. La Pologne, qui était une terre de tolérance, et ça, on ne le sait souvent pas, la Pologne était une terre de tolérance pour les Juifs, mais pas que pour les Juifs, également à partir de la Réforme pour les protestants, pour les arianistes. C'est une secte dissidente du christianisme. La Pologne, qui était une terre vraiment de tolérance, n'est plus capable, après la guerre de 30 ans, de gérer, d'admettre, de comprendre la coexistence, l'hétérogénéité de sa population. Elle n'est plus accessible à cette tolérance et ça va donner toute l'histoire polonaise que vous connaissez évidemment dans les grandes lignes. Elle n'a pas voulu admettre qu'une communauté qui représente 10% de la population et qui a représenté 10% de la population pendant plus de 150 ans, vive de façon non pas autonome politiquement, mais intellectuellement et spirituellement. Alors que dans le premier temps de son existence, la Pologne a parfaitement admis cet état de fait, et tout à coup, après, au XVIIe siècle, elle n'est plus capable d'assumer, d'assimiler l'existence, la présence d'une communauté minoritaire importante. Alors, au fil des générations, des centaines de milliers de Juifs polonais ont émigré hors de Pologne pour toutes sortes de causes. La pauvreté, l'insécurité, évidemment les pogroms et les massacres qui ont eu lieu par la suite. Ils ont quitté ce qu'ils appelaient die alte Heim, la maison natale, le pays de son enfance, sans aucun espoir de retour. Ils ont emporté leur culture à la semelle de leurs chaussures, et notamment le yiddish, toujours qui sous-tend toute la vie, toute l'existence, pas seulement littéraire, poétique ou philosophique des Juifs de Pologne, mais ça sous-tend leur judaïsme, leur vie quotidienne. C'est quelque chose d'omniprésent et transfrontalier. Alors, leur histoire, quand ils ont immigré, c'est surtout l'héritage qu'ils ont légué, parce que les ancêtres ont tous disparu
au XXe siècle. Et on a de ces émigrés une cohorte d'enfants et de petits-enfants qui ont essaimé dans tous les continents, partout, et qui sont les descendants de toute une liste de petits métiers, de petits artisans qui faisaient la vie et l'humeur, l'humour, aussi les difficultés de ces petits villages, les tailleurs, des fourreurs, des chapeliers, des cabaretiers, des cordonniers, des commerçants, mais aussi des industriels, des médecins, des penseurs, des philosophes, des écrivains, et évidemment une cohorte de rabbinim de très très haut niveau qui ont décortiqué, qui ont complété, qui ont commenté notamment le Talmud. Alors, arrivés à la destination qu'ils ont choisie, par exemple aux États-Unis ou en France, peu importe, ils ont créé ce qu'on appelle les Landsmannschaften. Landsmannschaften, ce sont des sociétés des originaires de la Société des originaires de Vilna, la Société des originaires de Cracovie ou la Société des originaires de Lublin. À quoi ça servait? Ça servait déjà à faire des fêtes, souvent ensemble, à se remémorer le passé, à transmettre une histoire, à rappeler d'où on vient et ne pas l'oublier. Ça sert aussi d'un lieu, c'est un lieu de fraternité et surtout d'entraide. Par exemple, les Juifs polonais qui arrivaient aux États-Unis ont énormément souffert, entre autres par d'autres Juifs déjà installés aux États-Unis, dans ce qu'on appelait les sweet shops, les ateliers de la transpiration, c'est-à-dire, c'est ce que ça veut dire. C'est une autre histoire que nous raconterons une autre fois, l'arrivée des Juifs en Amérique. Et d'ailleurs, si vous vous promenez dans les cimetières, par exemple à Paris, à Bagneux ou à Pantin, sur les pierres tombales de ces Juifs qui sont venus de Pologne, ils ont tous indiqué leur lieu d'origine. Et vous pouvez lire une carte de la Pologne dans les cimetières de Bagneux ou de Pantin. D'une tombe à l'autre, vous trouvez tous les villages, tous les shtetls et les grandes villes, évidemment, d'où venaient ces gens qui sont décédés. Alors, c'est cette histoire qu'on va essayer de raconter. Encore une fois, les premiers 600 ans, on va les survoler, puis après on rentrera dans le détail. Alors, l'histoire de la Pologne, l'histoire de la communauté juive, elle est directement fonction de l'histoire de la Pologne, qui est une histoire très compliquée, dont je vais vous faire cadeau, parce que vous allez perdre votre latin, ou votre polonais, ou votre yiddish. Donc, on va quand même rapidement la survoler. Les frontières, notamment de la Pologne, sont très fluctuantes. Et entre 963 et 1034, donc au tournant du 11e siècle, la Pologne fait environ 250 000 kilomètres carrés, pardon, 250 000 kilomètres carrés. À son apogée, pour vous faire tout de suite un rapport, la Pologne fera 930 000 kilomètres carrés, donc 4 fois cette surface. C'est un pays immense. C'est probablement à un certain moment le plus grand pays d'Europe, par des annexions, par des alliances, par toutes sortes d'opérations politiques, mais je vous passerai un peu les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tournant du XIe siècle, la Pologne, c'est la Poméranie. La Poméranie, c'est une zone au nord-ouest de la Pologne. Je vous montre une carte que j'ai dessinée parce que toutes les cartes intéressantes que j'ai trouvées sont écrites en polonais, alors ce n'est pas très clair. La Poméranie, ça se passe par là, vers là-haut. Et la Poméranie, ce qui est intéressant à savoir, est une région qui est en contact avec l'Allemagne. C'est important parce qu'il y aura une influence de la culture allemande. Et puis, elle s'étend vers le sud, vers la Silésie, la Mazovie. La Mazovie, c'est la région dont la capitale est Varsovie. Et vers la Pologne centrale, ce qu'on appelle la Petite Pologne. Ça, c'est important. La Petite Pologne, ça se situe là en bas. Voilà. Grosso modo, c'est cette région-là de la Pologne, vers le sud-ouest de la Pologne. Ce qu'on appelle la Petite Pologne est important parce qu'à un moment donné, la Pologne se réduira à cette Petite Pologne, à ce roi. Et puis, à un moment donné, elle disparaîtra, mais c'est une autre histoire. Voilà. Alors, sous Casimir le Grand, on saute un petit peu, 1370,
Casimir le Grand, un grand roi qui a été extrêmement favorable aux Juifs. Elle perd la Poméranie, mais d'un autre côté, elle s'étend vers le sud-est, la Podolie, et au nord, vers nord-est, vers la Lituanie. Ça, c'est important, par contre, la Lituanie. Grande région, la Lituanie, elle est là. Là-haut, c'est là la Lituanie. Vous voyez? Ici, là, on a la Pologne. On a un petit bout de Russie, là, qui est incongru et qui existe toujours aujourd'hui, qui est une source de conflit. Et la Lituanie, elle est ici. Très grand pays, plus grand que la Pologne. Voilà. Alors, après l'union de Lublin en 1569, la frontière, la Pologne perd une partie de son territoire. Wrocław en Pologne devient Breslau en Prusse. Breslau, vous avez déjà entendu. Et une grande partie de l'Ukraine rentre dans le giron de la Pologne. À ce moment-là, la Pologne fait une surface de 950 000 km², c'est ce que je vous ai dit avant. Et puis, petit à petit, elle va perdre du territoire jusqu'en 1772. Et en 1795, après le troisième et dernier partage, la Pologne disparaît tout simplement des cartes géographiques. J'ai d'ailleurs à la maison, et je l'ai encore consulté tout à l'heure, l'atlas géographique qu'avait mon père à Sholom à l'école. Mon papa, il est né en 1893, ça fait un bon petit moment. Son atlas date de 1905. J'ai cherché la Pologne, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, tout simplement. La Pologne a été dépecée entre les Suédois, le Danemark, l'Allemagne et les Russes. Il n'y a plus de Pologne. N'existe pas. Pendant plus de 150 ans. Elle disparaît en 1795 et revient sur l'échiquier politique et géographique en 1917. Donc, vous voyez une très longue période pendant laquelle la Pologne géographique, politique, économique n'existe plus, mais il y a une espèce de gouvernement polonais en exil qui a encore une certaine influence, notamment dans les zones frontalières de l'Ukraine, et qui reviendra, qui revendiquera toujours la restitution de la Pologne, ce qui arrivera après le découpage de la Première Guerre mondiale. Mais c'est assez incroyable. C'est le seul pays, à ma connaissance, qui est un certain temps complètement disparu de l'échiquier politique et de l'échiquier géographique. Il n'y a plus de Pologne. Voilà. Ça aurait pu rester comme ça hein, pour les Juifs. Ce n'est pas plus mal. Mais ça, c'est une autre affaire. Alors voilà. Elle a une influence, ce que je viens de vous dire, depuis l'étranger, sur la Galicie et au nord-est vers Vilna et la Lituanie. Et puis Napoléon, notre Napoléon français, il va instaurer un duché de Varsovie, mais qui sera très éphémère, qui durera quelques années et disparaîtra. Entre les deux guerres, on parle entre 14-18 et 39-45, la Pologne renaît et va s'étendre vers l'Est, avec une partie de l'Ukraine, jusqu'au niveau de Lviv, de Lvov, Pinsk et Tarnopol. Et au nord-est, elle va s'étendre jusqu'à Vilna et les territoires à l'est de Grodno et de Lida. Donc vers l'est de la Pologne, on s'étend. En 1921, donc 4 ans après sa renaissance, la Pologne a une surface de 380 000 km². C'est moins de la moitié de ce qu'elle avait à son apogée, mais elle apparaît de nouveau sur l'échiquier politique. Et puis, pendant l'occupation allemande, les Allemands vont créer un gouvernement général de Pologne, une espèce d'État croupion qui fait 100 000 km² et qui n'a strictement rien à dire. En fait, dans notre histoire de la Pologne, on a 7 cartes politiques, 7, dont les habitants
sont tantôt polonais, tantôt autre chose. Russe, ukrainien, suédois, allemand, lituanien, poméranien, en fait. C'est extrêmement complexe. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon vous allez y perdre votre yiddish. Et ça, je ne voudrais pas, c'est quand même très important de le garder. Alors, les Juifs là-dedans, eh ben, pour les Juifs, ce n'est pas une partie de rigolade. Ils sont aussi bien polonais, évidemment, que soumis à l'autorité des Russes, des Ukrainiens, ou des Biélorusses, ou des Lituaniens, ou des Allemands, ou des Slovaques, ou des Tchèques. Enfin, ils ne savent plus où ils en sont. Ils ne savent plus à qui ils appartiennent. Mais ils sont polonais, ils sont vus comme polonais. Mais polonais, ils sont parfois dans des terres qui sont décrétées Pologne, où on ne parle pas le polonais, ou dans des terres où on parle le polonais, mais qui sont plus polonaises. C'est une histoire de fou, une histoire vraiment compliquée. Alors, où les inclure? On n'a pas de critères précis, on n'a pas de critères tangibles. Le moins erroné, le plus juste peut-être, c'est la langue. Alors, on parle là pas du yiddish, de la langue qu'on parle là où ils sont installés. Mais parfois, dans des terres conquises par la Pologne, on ne parle pas polonais. Par exemple, Breslau. À Breslau, alors à Breslau, on parlait polonais, mais on parlait l'allemand. Vous faire une comparaison. La France, c'est un tout petit pays, la France, organisé autour de Paris. Et puis, Paris s'est étendu à des conquêtes, s'est adjoint des duchés, des comtés, etc., et est devenu petit à petit, par les différentes provinces annexées, est devenue la France que vous connaissez, mais une France qui n'est de moins en moins hétérogène. Depuis la Première République, il y a différentes communautés juives. Il y en a dans le comtat venessin, il y en a à Bayonne, il y en a à Bordeaux, il y en a en Alsace, mais tous parlent français. Je vous rassure, les Alsaciens ne parlent pas très bien français, mais ils parlent français quand même. Enfin, partout, le français est le dénominateur commun des provinces annexées par le centre de la France, donc Paris, et on fait nation de cette manière-là. En Pologne, ça ne se passe pas comme ça, c'est beaucoup plus complexe. Au total, en France, à la Première République, on a 70 000 juifs. Alors qu'en Pologne, à la même époque, la Pologne, un grand chapeau, encore une fois, on a déjà 1 million d'habitants, 1 million de juifs. Donc nous sommes là au début du 19e. C'est ce que je vous ai dit avant, 1795, la Pologne est rayée de la carte et devient une expression géographique inexistante, telle que définie par les géographes. Alors, beaucoup de difficultés. Des villes changent de nom, où l'orthographe est modifiée pour une même ville. Alors, on y perd son latin ou son polonais ou son yiddish. Les juifs polonais qui ne le sont pas, qui ne sont pas polonais, d'autres qui vivent à l'étranger mais qui sont polonais, plus des régions autrefois allemandes et aujourd'hui polonaises. C'est vraiment très complexe. Et par exemple, prenons un exemple, justement Breslau. Est-ce qu'il faut parler des juifs allemands qui ont vécu pendant des siècles à Breslau? Breslau est devenu Wrocław en Pologne. Sachant que pendant 6 siècles, Wrocław était polonaise. Alors quand Wrocław devient Breslau, ce sont des juifs polonais ou ce sont des juifs allemands? Où est-ce qu'on va les catégoriser? On ne sait pas, c'est pas clair. Il semble que non, ils vont être catégorisés comme juifs allemands. Par contre, Vilna, Vilno, qui était Vilna, puis Vilnius, encore une fois, c'est pas très simple, devient Lvov, ou Lvov, pardon, qui était anciennement Lemberg en Allemagne, en Prusse. Aujourd'hui, c'est Lviv, c'est en Ukraine. Doivent être évoquées. Ces villes doivent être évoquées. Comme quoi? Polonaises, allemandes, ukrainiennes. C'est pas très clair. La rigueur est difficile. Par exemple, au XIXe siècle, la littérature juive se développe à Vilna et à Kovno. Kovno, c'est Kaunas.
dans ce qu'on appelle des gouvernias, des gouvernorats, des provinces russes. Mais à Vilna, on parle polonais, alors qu'à Kaunas, on parle lituanien. Est-ce que c'est de la littérature juive, polonaise ou lituanienne? Parce que le poète, l'écrivain qui écrit une histoire en yiddish, elle est directement inspirée, influencée par son environnement. Il est polonais ou il est ukrainien? On n'arrive pas à le définir d'une manière précise. Alors, rattachés au judaïsme de Pologne, les philosophes, les rabbins, les scientifiques, dont pas mal de Nobel qui vécurent à Breslau, est-ce que ce n'est pas une erreur? Ils ont vécu à Breslau, ils n'ont jamais parlé le polonais. Est-ce que ce sont des juifs polonais? Ou ce sont des juifs prussiens, donc allemands par la suite? Ça n'a pas de sens de les appeler des juifs polonais. Ils sont directement inspirés par la culture ambiante, culture germanique, et non pas du tout polonaise. Tout en réalisant leurs écrits, leurs recherches ou leurs pensées en yiddish. Même chose pour les juifs de Poméranie, au nord-ouest de la Pologne, qui étaient dans le temps prussienne. Donc vous voyez, tout ça, c'est pas clair, c'est pas net. On n'a pas des frontières définies comme en France. On sait, voilà, la France, elle s'arrête là. Jusque-là, ce sont des juifs français, après, ce sont des juifs italiens ou belges ou allemands, peu importe. Alors, on va quand même voir un petit peu d'où vient cette communauté. Vous connaissez tous l'histoire de Pauline. Ici, on s'arrête, parce qu'ici, c'est bien Pauline. Et ce n'est pas l'origine quand même du mot Pologne. Les premiers habitants de terre de Pologne sont attestés, il ne s'agit pas de juifs là, je vous rassure, au 3e millénaire avant l'ère commune. Ça fait très très longtemps. Et Pline l'Ancien, ça remonte pas mal quand même, décrit des cités lacustres de Vénède. Vénède étaient des peuples semi-nomades, semi-sédentarisés, et ils parlent tous la même langue, une langue slave. Il y a plusieurs rameaux de ces Vénèdes, et les plus puissants d'entre eux s'appellent les Polanes, d'où le mot Pologne et Polanim. Et donc, ils ont donné leur nom à la Pologne. Le mot Pôle, Polan, vient du terme en slave qui veut dire champ ou plaine. Donc, effectivement, c'est une terre de plaine, c'est la grande plaine centrale de l'Europe. Alors, ces gens sont païens, adorent le soleil, vénèrent les ancêtres et sont des gens extrêmement libres. L'histoire proprement dite de la Pologne débute au cours de la deuxième moitié du Xe siècle. Donc, vous voyez, là, on fait un grand saut de 3000, presque 4000 ans pour avoir une histoire de la Pologne qui ait une certaine cohérence. Elle débute avec un roi qui s'appelle Mieszko Ier et qui est le premier roi de la dynastie des Piastres. Les Piastres sont une dynastie qui va régner pendant 400 ans. C'est long quand même, longue dynastie. Et la présence juive est déjà attestée à l'époque de Mieszko Ier par un voyageur juif qui s'appelle Ibrahim ibn Yacoub. Alors, qui c'est ce monsieur? C'est un radanite. Vous vous rappelez ce que c'était que les radanites? Ces juifs essentiellement de la vallée du Rhône, d'où rhodaniens radanites, qui voyageaient depuis les plaines d'Europe centrale jusqu'au Moyen-Orient et qui ont notamment assuré le commerce entre les chrétiens et les musulmans, parce que en mer, en Méditerranée, les chrétiens attaquaient les bateaux musulmans, et les musulmans attaquaient les bateaux chrétiens, et ce sont les radanites qui ont fait ce commerce et qui ont tenu des relations avec les deux côtés de la Méditerranée. Ces radanites ont voyagé très très loin à l'intérieur de l'Europe centrale. Nous sommes là au 8e, 9e, 10e siècle. Ce sont donc des Juifs. Alors, Ibrahim ibn Yacoub, c'est un diplomate de Tolède. Il participe à une ambassade du calife en Allemagne. Vous voyez comment on voyageait déjà. Là, on est au 10e siècle. Hein. Ça remonte très, très loin. Et il voyage en Allemagne et en Bohême. Dans son récit,
qui date des années 960-965, donc avant même le XIe siècle. Il fait mention de Mieszko, le premier roi de Pologne, des Piast, de la dynastie Piast, roi du Septentrion, c'est comme ça qu'il l'appelle, dont l'État est, sur les propos de Jakub, est le plus grand des royaumes slaves visités. Et puis, il vient de Tolède, donc je vous l'ai dit, et voyage dans les terres du Saint-Empire romain germanique et également dans les terres slaves. Ça, c'est une source avérée. On a d'autres sources qui parlent d'une autorisation donnée aux Juifs en 905 de s'établir dans les régions du futur État polonais. Alors, ce n'est pas une autorisation qu'ils doivent obtenir parce qu'ils sont juifs, mais parce qu'ils ne sont pas de la terre de Pologne. Donc, il faut une autorisation du duc ou du roi ou du chef ou je ne sais pas de qui de venir s'installer. Les Piast règnent de 966 à 1370, donc à peu près 400 ans, et vers l'an 1000-1020, ils occupent la Grande Pologne, dont le centre est Gniezno, à côté de la Mazovie. La Mazovie, encore une fois, c'est la région, la plus grande région, la plus importante de Pologne, dont la capitale est Varsovie. Les principales villes à l'époque en Pologne, villes, il ne faut pas avoir une grande ville de centaines de milliers d'habitants, hein, ce sont des gros bourgs, c'est Cracovie au sud de la Pologne, Prague en Bohême, donc Prague en Tchécoslovaquie aujourd'hui, et une ville en Slovaquie. Et puis Szczecin en Poméranie, nord-ouest, frontière allemande. Voilà. Alors, c'est un État slave, avec des influences allemandes par la Poméranie précisément, et qui sera rapidement christianisé sous la protection de Rome. Les premières chroniques établies de Pologne montrent qu'au XIIe siècle, l'élite de la nation était occidentalisée, mais peu à peu, exactement sur le même schéma de ce qui s'est passé en Europe occidentale, notamment en France, d'un pouvoir central, on arrive à un État féodal avec des petits royaumes locaux, royaumes des comtés, des barons, etc., des petits potentats locaux qui appliquent leurs lois. Ce féodalisme s'installe, le territoire de la Pologne se divise et les prétendants au trône, évidemment, vont s'entre-déchirer. Cette féodalité créera, si vous voulez, les bases de l'histoire, de la mémoire de la Pologne, et elle va durer pendant la plus grande partie du règne des Piast. Ils seront les fondements de la Pologne, qui vont plus tard donner, évidemment, naissance à une nation, et nation qui date en réalité du XIVe siècle. Avant, c'est quelque chose d'assez diffus. La France que nous connaissons aujourd'hui, elle n'était pas la France comme ça qu'on connaît sous Louis IX, celui qu'on appelle Saint-Louis, mais pas nous. C'était pas la même France, évidemment, elle était beaucoup plus rabougrie, beaucoup plus petite, mais elle s'est construite petit à petit. C'était déjà une nation qui s'est développée. La Pologne, c'était rien, c'était beaucoup de terres vierges, évidemment, aussi. Et puis après arrive un ordre, les chevaliers teutoniques. Vous avez déjà entendu ce nom, les chevaliers teutoniques sont un ordre mystique religieux qui fait vœu de chasteté et de pauvreté, qui est né à la faveur des croisades, mais qui ensuite va dériver vers un pouvoir politique et le développement du commerce dans la région hanséatique. Donc les chevaliers teutoniques, c'est un ordre très puissant qui existe encore aujourd'hui. Il n'y en a plus beaucoup, ils sont une centaine, mais ils existent toujours avec une maison teutonique quelque part en Bavière. Voilà, alors eux, ils vont organiser un petit peu tout ça par l'édit de Magdebourg. L'édit de Magdebourg est un accord qui donne des franchises qui sont accordées à un certain nombre de villes dites libres, donc ça favorise le commerce évidemment, et cet édit de Magdebourg va régir la Pologne pendant des siècles.
avec une double culture polonaise et allemande dans toute cette région. Un mélange de deux cultures. Et puis, un peu plus tard, je passe rapidement sur tout ça, parce que nous l'avons vu, puis je ne veux pas vous embrouiller trop l'esprit, mais pour vous dire que c'est une histoire simplement, une histoire compliquée. La Pologne retrouve une certaine unité avec Ladislas le Bref, allez, bref, 1320-1333, c'est le dernier des Piast. Puis après, on aura une autre dynastie qui va venir au pouvoir, avec un monsieur dont vous avez entendu le nom, qui s'appelle Casimir le Grand. Casimir le Grand, nous le respectons énormément parce qu'il a été très très favorable aux Juifs en Pologne. Il renforce l'unité de la Pologne. Là, on commence à toucher à une nation parce qu'il a un principe qui régit tout son gouvernement, un roi, un droit, une monnaie. Donc une unité à travers toute la Pologne. Son règne, c'est 1333-1370, c'est assez long, 33 ans. Et alors, il procède à un certain nombre d'alliances, de mariages, d'arrangements avec d'autres rois, d'autres princes, etc., comme ça se pratiquait à l'époque, tant et si bien qu'il va finir par épouser la fille du roi d'un pays qui n'est pas très développé, qui s'appelle la Lituanie, mais qui est très important. Et on va créer un État unique polono-lituanien, les deux pays ensemble. La capitale sera Cracovie, parce que Cracovie est vraiment à mi-chemin entre la capitale ukrainienne et Varsovie. C'est au centre, un peu vers le centre du pays. Et c'est à ce moment-là seulement, donc nous sommes là au XIVe siècle, fin du XIVe siècle, que les Lituaniens vont être convertis au christianisme. Donc très, très tardivement. Jusque-là, ils étaient encore païens. C'est important parce que c'est le développement de l'Église chrétienne en Pologne et en Lituanie qui va évidemment générer tout le courant anti-juif que vous connaissez et qui colle à la peau des Polonais dans l'optique juive. Alors, la naissance de l'État est concrétisée par l'accès au trône du roi de Pologne, Ladislas II Jagellon, le premier de la dynastie des Jagellons. Sous son règne, 1386-1434, encore une fois un règne assez long, se développent des petites communautés juives dans toute la Pologne et elles commencent aussi à s'implanter en Lituanie. Des petites communautés chassées d'Europe occidentale, vous le savez, et qui s'installent dans une vingtaine de bourgades. C'est déjà assez important, une vingtaine de bourgades, dans un pays relativement peu développé. Au milieu du XIVe siècle, est créé au pied du château royal du Wawel à Cracovie, un quartier que vous connaissez, qui s'appelle Kazimierz, le quartier de Kazimierz, qui est un quartier réservé aux Juifs. Pourquoi au pied du château royal? Parce qu'il offre de cette façon une protection à la communauté juive. C'est juste à côté du château. On n'y touchera pas. C'est une vraie protection. Alors, ce quartier s'appelle Kazimierz, ou Casimir, si vous préférez. Les Juifs de Cracovie connaissent bien ce quartier. Il était extrêmement important pour la communauté. Il y a un marchand juif qui s'appelle Levko, qui fera fortune grâce à Casimir, qui lui confie deux choses. Le fermage des mines. Ah, vous avez déjà entendu parler de fermage, on en a souvent parlé. Ce n'est pas très sympathique comme boulot. Il s'agit d'aller chercher les impôts chez la population qui travaille. Un individu s'engage à verser une certaine somme globale au roi, à lui de chercher l'argent chez les gens qui doivent payer. S'il y en a moins, il doit le mettre de sa poche. S'il y en a plus, c'est pour sa poche. Évidemment, il y en a toujours un peu plus et il ne se fera pas vraiment aimer par la population. Donc, il reçoit le fermage des mines, les mines de sel de Witczyca, excusez mon polonais, il n'est pas très, très courant. Et puis, il reçoit également l'hôtel des monnaies. Il frappe monnaie.
une des premières mentions écrites de la présence juive dans les annales de l'État, parce qu'on a d'autres mentions quand même. Alors justement, de quand datent les premiers juifs en Europe orientale? On n'a pas beaucoup de documents. Donc, pour être plus exact, on n'en a pratiquement pas. Ce qui est par contre avéré, sans avoir beaucoup de documents par les historiens, avant le 6e, 7e siècle, on n'a rien. On est dans les hypothèses. Mais quand même, on pense, les historiens, c'est pas moi, notamment Dubnow, pensent que les plus anciennes implantations juives en Pologne datent de après l'an 70. Donc, après la destruction du temple de Jérusalem, imaginez-vous où ça remonte, un petit groupe de juifs serait remonté jusque sur ces terres de Pologne et aurait fait souche là-bas. Fait souche, probablement pas. Ils ont certainement été absorbés, ils n'étaient pas nombreux évidemment, par la population ambiante, environnante, et ont disparu des radars. Alors, deuxième origine des Juifs, les Khazars. Ça, c'est une histoire que vous connaissez évidemment. Ce sont des nomades du bord de la mer Noire, de la mer d'Azov, de la mer Caspienne, et ils ont un empire au 7e siècle extrêmement important. Est-ce qu'ils sont à l'origine des Juifs d'Europe, mettons de Pologne pour faire plus simple? C'est pas clair du tout. La cour khazare s'est convertie au judaïsme, ça c'est certain. La cour, certainement pas tout le peuple khazare qui était encore païen évidemment. Mais la cour s'est convertie au 8e siècle et le roi, qui était idolâtre évidemment, domine un peuple qui est issu du Caucase et de Perse, donc des origines, des sources orientales si vous voulez. On l'appelle Kagan. Alors certains pour se faire plaisir disent que Kagan ça vient de Cohen. C'est assez peu probable, ça vient beaucoup plus probablement de Khan, qui signifie chef en tatar. Parce que Cohen, il ne savait peut-être pas tout de suite, le roi des Khazars, ce que c'est Cohen. Toujours est-il que les Khazars vont régner du 7e au 9e siècle. Leur roi s'appelle Bolan, il se convertit en 760, et ce royaume va être très étendu, très puissant. Il s'étendait jusqu'à Kiev, donc en Ukraine, où des Juifs étaient déjà venus de Palestine, et d'un autre côté, il s'étend jusqu'à la Crimée et la mer Noire. Et puis ce royaume khazar s'effondre, battu par un prince russe, qui s'appelle Sviatoslav, en 969. Fin de l'épisode khazar. Maintenant, là, il y a un épisode qui est très, très, très curieux. Le roi khazar, le dernier roi khazar, qui s'appelle Joseph, essaye d'obtenir le soutien, figurez-vous, des Juifs d'Espagne. C'est pas vraiment juste à côté, l'Espagne. Comment est-ce qu'on sait ça? Eh bien, on trouve une lettre qu'il a écrite en réponse à une missive à Hasdai ibn Shaprut. Hasdai ibn Shaprut, c'est un nom que vous avez entendu, évidemment. Il était ministre du calife de Cordoue, Abdul Rahman. Personnage extrêmement important à la cour de Cordoue. Et donc, il y a eu un échange de lettres. C'est incroyable entre la Pologne, c'est drôlement loin, et le sud de l'Espagne. Il y a eu un échange de lettres entre le roi et Hasdai ibn Shaprut. Voilà. Alors, battus, les Khazars vont s'enfuir, ils vont se réfugier soit vers Byzance, soit vers Kiev, Novgorod ou Moscou. Sont-ils une partie des Juifs de Pologne? C'est possible, mais rien n'est avéré. Rien n'est avéré. Mais ce qui est assez curieux, jusqu'en 1817, c'est pas très loin, une partie des Cosaques du Don, c'est donc au sud de la Russie, avaient des pratiques de Shabbat, notamment allumer des bougies, des petites pratiques de cacheroute, et on pense, c'est pas encore avéré non plus, qu'ils sont les derniers descendants des Khazars et qui ont gardé un certain nombre de traditions juives jusqu'au début du 19e siècle.
donc assez récent. Voilà, alors, il est probable qu'un certain nombre de Khazars se soient réfugiés en Pologne, évidemment, mais on n'a pas de traces, de preuves d'un mouvement de masse qui se serait réfugié en Pologne. Les sources yiddish n'en parlent jamais. Il existe un livre qui s'appelle, je vais vous le traduire, mais vous allez tout de suite comprendre, il a été écrit par Raphael Abramovich, qui s'appelle Die Allgemeine Enzyklopädie, l'encyclopédie générale ou universelle. Il ne fait aucune mention de la présence de Khazars en Pologne. Par contre, quelqu'un que vous connaissez, Arthur Koestler, a écrit un livre il y a une cinquantaine d'années qui s'appelle La 13e tribu, où il débat très largement de l'importance de l'apport des Khazars réfugiés en Pologne. Alors, qui est-ce qui a raison? Je ne trancherai pas le débat, mais Koestler affirme mordicus que les Khazars ont été une partie non négligeable de la population juive de Pologne. Voilà. Alors, on a d'autres sources qui parlent des Juifs de Kiev, venus de Byzance, de même que les Juifs de Lvov. Là, nous sommes en Ukraine. Et un marchand juif itinérant qui s'appelait Abraham Rochovnik, on l'appelait l'homme à la poudre de canon, ou plutôt celui qui part couvert de poussière. En fait, c'était un marchand itinérant qui traversait toutes les terres orientales. Et ce monsieur aurait offert, on rendez compte un petit peu, on est au début du Xe siècle, en 910. Il a offert à un homme la couronne de Pologne. Il voulait en faire le roi de Pologne au début du IXe siècle, avant l'accession du roi Mieszko Ier, donc le premier des souverains polonais. Voilà, on retrouve des juifs un petit peu partout, très 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 tôt en Pologne. À la même époque, fin du IXe siècle, tout début du Xe siècle, il y a une délégation de juifs allemands qui demandent leur admission en Pologne au prince Leszek. Prince Leszek, ce n'est pas un prince de la dynastie des Piast, et c'est Dubnov qui nous rapporte cette information. Alors, il y a une autre idée aussi qui confirme la présence juive en Pologne très très tôt dans l'histoire. Il y a des lieux, des endroits, des villages qui s'appellent Zidowo, Zidatietche, Zidowska Wola, qui indiquent la présence de juifs. Le préfixe Zid signifie juif de manière péjorative, c'est-à-dire en bon français, youpin. Côté péjoratif, mais indique avec précision la présence de juifs dans ces villages qui ont même pris leur nom. Alors, si on résume, on a des juifs après 70, pas beaucoup, disparus. On a les radhanites qui viennent au 8e, 9e siècle, très très tôt, qui font du business, qui font du commerce, même un commerce pas très joli, vous allez voir ça tout de suite. Et puis on a évidemment les Juifs qui ont fui l'Allemagne à cause des croisades. Ça, c'est un épisode qu'on a bien vu ensemble quand on a parlé des croisades en Allemagne. Ils se sont réfugiés vers une Pologne accueillante, je vous le rappelle, on y reviendra, et très tolérante à l'égard des Juifs. Au IXe siècle, des marchands juifs et francs, donc français, commercent au poste frontalier de Magdebourg. Alors, comment est-ce qu'on fait du commerce? C'est basé sur les capitulaires de Charlemagne. Les capitulaires sont des documents législatifs qui règlent tous les éléments de la vie quotidienne des sujets de Charlemagne. Les affaires, la famille, la religion, les armes, les universités. Tout est réglé par des lois qu'on appelle les capitulaires. Et donc, il y a un commerce qui se fait à Magdebourg, à la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, basé sur les capitulaires. Plus tard, les capitulaires disparaîtront et on aura ce qu'on appelle le droit coutumier, la coutume commerciale. Voilà. Alors, on fait des échanges, essentiellement de fourrure et d'esclaves. Alors, tout ça, ça transite par Mayence, en Allemagne,
De là, c'est transporté vers la Gaule et vers l'Espagne, les musulmans d'Espagne étant très friands d'esclaves slavons. Voilà, c'est pas très joli, mais il faut savoir qu'on a commis un commerce d'esclaves, nous aussi, mais nous sommes là très tôt dans l'histoire. On est là au 9e, début du 10e siècle. Je ne dis pas que ce soit une excuse, mais on ne peut pas non plus juger ces gens à l'aune de nos valeurs contemporaines. Voilà. Alors, on transporte ces fourrures vers la Gaule, vers l'Italie du Nord, vers l'Espagne, et on est friand de fourrure pour lutter évidemment contre le froid. L'exportation Europe occidentale, Europe centrale arrive à Kiev via Cracovie. Donc, d'un côté, ça vient vers la France, l'Espagne, de l'autre côté, nous exportons vers Cracovie en passant par Kiev. Il y a d'autres voies maritimes qui vont permettre d'atteindre les États baltes, donc le nord, tout au nord de l'Europe, et également la Scandinavie. Vous vous rendez compte qu'on est là au 10e, 9e, 10e siècle et qu'on fait du commerce depuis le sud de l'Espagne jusqu'en Norvège, Finlande, Suède. C'est impressionnant, vraiment impressionnant. Alors, ce qui est plus certain que l'histoire des Khazars, c'est certainement la lente et constante émigration de Juifs venus d'Europe occidentale et centrale après l'an 1000. C'est en lien direct avec les croisades. Cosmas de Prague, qui est un chroniqueur, nous dit que la persécution des Juifs en Bohême en 1098, c'est l'époque de la première croisade, les pousse à se réfugier en Pologne. Et au début du XIIe siècle, on est toujours dans cette émigration de toute la vallée du Rhin vers la Pologne. Il y a un autre chroniqueur qui s'appelle Vincent Capdoubec qui dit que Boleslas III de la dynastie des Piastes, surnommé bouche-torse, je ne sais pas pourquoi, il devait avoir la bouche un peu de travers, inflige de lourdes amendes à qui se permettrait de maltraiter les Juifs. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà un roi qui protège ses Juifs. Mais on est très tôt, on est XIIIe siècle. L'exode des Juifs allemands, évidemment, est le résultat de l'accumulation de meurtres et des accusations également de crimes rituels et des croisades en Allemagne, en Rhénanie et en Moravie. Tout ça, nous l'avons vu, c'est l'histoire du Choum, Mayence, Francfort, etc. Ces villes qui ont été massacrées, Francfort, 900 Juifs se sont suicidés plutôt que de se convertir au christianisme, et vous connaissez toute cette histoire que nous avions vue ensemble. De 1336 à 1339, on est là déjà à la fin des croisades, mais l'antijudaïsme s'est répandu évidemment, et nous avons des paysans qu'on appelle les Judenschläger, les frappeurs de juifs. Ils sont dirigés par un chef qui s'appelle Armleder. Alors, Armleder, ça veut dire bras de cuir. En fait, il avait un grand bracelet de cuir sur son bras. Ce sont des voyous, tout simplement, mais qui ont commis des crimes abominables, notamment en Alsace. Et il faut régner la terreur en Alsace et en Moselle, et jusqu'à la Souabe. Et évidemment, les Juifs vont fuir vers la Pologne qui est accueillante. Se rajoute à ça, en 1348-1349, la peste noire et les accusations proférées contre les Juifs qui auraient empoisonné les puits. Évidemment, ce sont plein de bonnes raisons de fuir l'Europe occidentale vers l'Europe orientale. Les Juifs s'installent en Silésie, les mines de fer là-bas, je vous rappelle, et au nord-ouest vers Lokawek. On a trouvé des pièces de monnaie avec des inscriptions hébraïques sur lesquelles figurent les différents rois de la dynastie des Piastes, ce qui signifie que les rois ont confié à des Juifs le rôle de frapper monnaie. C'est une très grande confiance et évidemment, c'est une situation exceptionnelle. On a même trouvé des pièces de monnaie où il y avait l'effigie du roi Piaste, des inscriptions en hébreu et le nom de ce juif qui a frappé monnaie.
en hébreu. Et tout ça circulait dans la Pologne de l'époque. Ce juif qui frappait monnaie était qualifié de naguide, de prince. Dire vraiment, c'est une période d'extrême tolérance pour les juifs, où on leur a fait plein de facilités pour s'installer. Pourquoi? Je vous le dirai après, je voudrais juste terminer quelque chose. La preuve que les juifs ont des fonctions importantes, c'est notamment ces frappeurs de monnaie. En Mazovie, je vous rappelle, c'est Varsovie, et en Grande Pologne, quelques familles juives ont fait de très, très, très grandes fortunes. Alors, quand je parle de la tolérance, on s'arrête là pour ce soir. Quand je vous parle de tolérance, c'est que quand les Juifs sont arrivés, et c'est ce qui va d'ailleurs après attirer également les chrétiens, la Pologne était une terre sauvage. Il y avait très peu d'habitants et on a confié aux Juifs, on leur a donné des terres pour faire de l'agriculture, ce qu'ils ont fait. Évidemment, recevant des terres pour faire de l'agriculture, ça aussi rapidement, dès la fin du XIIe siècle, début du XIIIe, ça a attiré des paysans allemands qui n'étaient pas très riches et qui se sont dit on va venir ici et on va commencer à faire de l'agriculture. Et ils ont été reçus aussi. Sauf qu'ils sont venus avec leur christianisme. Et ils ont essayé de le diffuser, ça a marché, ça a tellement bien marché que la Pologne va basculer chrétienne assez rapidement. C'est à partir de l'arrivée du christianisme en Pologne, c'est quand même terrible de dire ça, mais c'est la réalité, que l'antijudaïsme s'est développé. C'est absolument parallèle. Du temps des païens polonais, il n'y avait aucun problème entre les juifs et les polonais. C'est le christianisme qui a amené l'antijudaïsme en Pologne. Antijudaïsme qui a été tenu sous le boisseau jusqu'au XVIIe siècle. Après, ce sera une explosion. C'est évidemment l'objet des cours qui vont suivre. Voilà pour ce soir. Si vous avez des questions, je suis à vous. Je disais que si vous avez des questions, vous ouvrez vos micros et je suis prêt à répondre. Mais il faut ouvrir le micro. Tu dois téléphoner à Johan. Non, c'est ouvert, c'est bon. Toi, tu as ouvert, mais les gens, je ne sais pas s'ils ont ouvert. Mais, Si, on peut ouvrir le micro. voilà, très bien. Bon, j'espère que je ne vous ennuie pas trop parce que vous avez appris tout ça et évidemment, vous vous rappelez de tout. C'est moi qui ai besoin de me rafraîchir la mémoire. Mais on va quand même continuer encore un petit résumé la prochaine fois. La prochaine fois, on va parler beaucoup des Juifs, de leur vie quotidienne, et on va revoir ce qui s'est passé avec Shmeniki. Pas très rigolo. Voilà, voilou. Merci. תודה רבה. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, très intéressant. Merci Georges et bonne soirée. Merci à vous aussi. Bonne soirée. À bientôt. Ragosoro Torot pour notre pays. Et Amen. 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 Bonsoir et merci, Georges.